Bonjour à tous, nous sommes heureux avec Ramin de vous partager quelques éléments du sujet qui nous fascine et qui nous permet à titre personnel et à titre professionnel d'impacter positivement le monde aujourd'hui. Et il s'agit du leadership authentique. Vous allez découvrir quelques éléments clés à travers ce webinaire qui vont vous permettre dès aujourd'hui de reconnaître et de tendre vers une vie pleine de sens et ainsi une réussite qui est réellement à votre image. Donc, nous vous partagerons notamment comment votre leadership authentique incarné au quotidien peut changer votre vie et nous l'illustrerons à souhait avec nos parcours personnels et professionnels. Et pour finir, nous vous présenterons comment on accompagne des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et des particuliers à décupler leur impact positif sur le monde en partant d'eux-mêmes, si vous souhaitez aller plus loin avec nous. Voilà, donc je vais commencer par partager un petit peu mon parcours et les motivations qui ont fait que le leadership authentique est quelque chose qui est important pour moi. J'ai toujours été fasciné par la question de l'intelligence et de son développement. Jusqu'à mon entrée à l'école normale supérieure, je croyais que finalement, l'intelligence, c'était être bon en classe, tout simplement. Et aussi idiot que je pouvais l'être à cette époque-là, effectivement, je croyais que certains profs avaient cette capacité, cette légitimité de pouvoir dire si oui ou non on était intelligent à partir de notre performance à mémoriser et à calculer plus vite et plus juste que les autres. En réalité, je me suis rendu compte en allant plus loin, en commençant des neurosciences, en faisant 10 années de recherche dans ce domaine, que la réalité est beaucoup plus complexe que ça et que le cerveau nous cache bien des mystères et des surprises, que finalement mémoriser et calculer, ce sont que deux compétences très particulières, spécifiques, sur un ensemble réellement vaste de capacités qu'a le potentiel du cerveau humain. Et donc j'ai entre autres pu voir le pouvoir déterminant de l'attention, des capacités attentionnelles, pour être plus précis, pour impacter positivement et massivement le monde. Et donc, de revoir un petit peu cette définition de ce que c'est que l'intelligence et de comment on peut la maîtriser. En parallèle de ce parcours académique, professionnel, j'ai développé tout un parcours de développement personnel à travers notamment la pratique du Hatha Yoga de façon assez intense, à raison de plusieurs heures par jour, très tôt le matin, qui m'a permis de ne pas m'arrêter à la théorie, on va dire, du développement, mais vraiment pouvoir continuer de creuser ce que c'est que l'intelligence au-delà du développement intellectuel, qui est le principal développement mis en place dans l'éducation classique. Et depuis 2018, ayant parvenu à maintenir un niveau d'attention, de bien-être et de performance élevé dans mon quotidien, j'ai eu l'envie, la légitimité aussi et la capacité de transmettre de façon un peu plus directe tous ces gains personnels pour pouvoir impacter positivement mon entourage et la société. La promesse derrière cette démarche pour moi est de pouvoir incarner un leadership authentique et de pouvoir ainsi concilier performance et épanouissement et voilà, créer un impact qui est à l'image de cette conciliation. Parce que finalement, aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question, voilà, qui ne souhaite pas concilier performance et épanouissement? Pour la plupart des gens, ce n'est pas une réalité pourtant aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut tendre vers cette réalité dans votre quotidien et dans notre quotidien. En plus de ma passion de transmettre et d'aider mon prochain à trouver les clés du leadership authentique, je vois ce leadership comme une solution aux problèmes existentiels auxquels le monde fait face aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que l'humanité traverse probablement la plus grande crise de toute son histoire, car bien au-delà des risques d'effondrement de son système de valeurs, de son système social et économique, c'est l'écosystème environnemental dans son intégralité en fait et dans ses fondations particulièrement qui aujourd'hui se désagrège à une vitesse indomptable, d'après en tout cas les derniers rapports
scientifiques du GIEC. Et donc, il y a chez beaucoup, et je l'espère de plus en plus de gens, un sentiment d'urgence de changer, en fait, quelque part. De plus en plus de personnes en prennent conscience qu'il y a un impact négatif qu'on a collectivement sur la planète, et cela peut se traduire parfois par un sentiment de plus en plus insoutenable de perte de sens au travail notamment, la peur que tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on a construit s'effondre en fait, ou encore même des maladies telles que le burn-out, la dépression ou encore le cancer. Donc on a tous été formatés à développer un certain type d'intelligence et à dénigrer d'autres expressions de l'intelligence humaine. Ce type d'intelligence qui a été mise en avant, c'est finalement focalisé sur l'intellect et la logique. Et celui-ci ne nous permet pas en réalité aujourd'hui de réellement prendre en compte notre impact négatif sur notre écosystème. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on en paie le prix fort après 2 ou 3 générations de personnes qui, animées par des logiques purement intellectuelles et de profit, de croissance, ont mis à mal notre environnement. Donc dans ce contexte, je vois dans l'émergence du leadership authentique le changement de paradigme nécessaire pour renverser la vapeur, reprendre une direction intelligente ou au moins viable pour l'espèce humaine. Car si aujourd'hui il nous reste finalement une certaine marge de manœuvre, elle se trouve quand même dans une forme de rupture partielle ou complète avec un système de destruction systématique et systémique des ressources terrestres. Bien au-delà d'un enjeu de compétence, du coup, et d'organisation, il s'agit réellement d'un enjeu profondément de changement de posture et de capacité à changer notre façon d'être en tant qu'individu sur cette planète. Donc, quelle que soit l'entreprise avec laquelle ou dans lequel vous travaillez ou on a travaillé, ce sont avant tout des humains qui sont aux commandes. On a parfois tendance à l'oublier. Et c'est donc des intelligences diverses, multiples, qui se côtoient au quotidien et qui doivent être aujourd'hui à la hauteur des défis qu'elles font face. Donc ça peut être des défis pour la survie de leur entreprise, mais de façon plus large, des défis pour faire partie des solutions du monde d'aujourd'hui et de demain, et ne plus faire partie du problème. Alors on peut se demander, voilà, le leadership authentique, comment il s'inclut en fait dans cette démarche-là? Prendre les bonnes décisions de façon éclairée et au bon moment, c'est finalement cela, le leadership authentique. C'est pouvoir mener sa propre vie et pas simplement, comme on pourrait le croire, le leadership comme étant la capacité de mener d'autres hommes ou d'autres femmes. Ça passe d'abord par mener sa propre vie, arrêter de détruire la planète, par exemple. C'est l'angle selon lequel j'ai souhaité présenter aujourd'hui le leadership authentique parce que c'est une de mes motivations personnelles. Mais en réalité, ce leadership authentique est tout à fait pertinent dans d'autres contextes que peuvent voilà, d'autres enjeux, voilà, des enjeux d'inégalité sociale, des enjeux de la mise en place de l'intelligence artificielle et comment on va devoir prendre les bonnes décisions pour que ça puisse être une force et non un obstacle pour le développement de l'humanité. Voilà, il y a plein d'enjeux collectifs auxquels on fait face, où le leadership authentique, ça nous permet à un endroit de solliciter au maximum notre intelligence et de rayonner voilà, un maximum avec des décisions qui font partie des solutions et non des problèmes. Donc on peut se demander, qu'est-ce que, voilà, au-delà de vivre sa propre vie, qu'est-ce que c'est finalement les qualités d'un leader authentique? Comment on peut reconnaître et développer notre leadership authentique? Et c'est ce que je vais inviter Ramine à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Marc pour ce partage. Je vais me présenter à mon tour et puis après, effectivement, je vais vous partager mes réflexions sur les qualités
que je vois chez un leader authentique et que je tire de mon expérience, de mes réflexions, de mes recherches sur le sujet. Hem Et ensuite, Marc introduira aussi, à la suite de cette réflexion qu'on va avoir ensemble sur les qualités du leader pendant à peu près une demi heure. Après, on abordera pendant encore environ une demi heure, ce qu'on voit comme étant les obstacles et les freins pour l'émergence, du leadership en chacun. Donc voilà un peu ce qui nous attend aujourd'hui, avec vous. Et pour me présenter, alors, ce que j'aurais envie de vous partager, c'est que en fait, depuis le début de ma vie, j'ai été plutôt, favorisé, privilégié de 2 manières différentes. Ça veut dire que, j'avais énormément de facilité à l'école et j'ai envie de dire que j'ai grandi dans un contexte plutôt privilégié, ce qui faisait que j'avais vraiment le maximum de ressources disponibles pour vraiment réussir, en fait, dans ce que Marc a nommé, bah, la vision assez classique de l'intelligence, qui est de savoir, performer, quand on nous donne à faire des exercices de plus en plus compliqués, de mémorisation, de calcul, tout ça. Donc l'école pour moi ça a été tellement simple en fait que du coup j'ai vécu une enfance relativement heureuse parce que j'avais assez peu de pression sur mes épaules. Donc ça, c'est un des premiers gros avantages que j'ai eu dans ma vie. Et le deuxième gros avantage, c'est que donc, ma mère est issue, on va dire, d'un milieu plutôt, où dans la famille, ils étaient docteurs, avocats, chercheurs. Elle-même, elle a été chercheure universitaire. Et je pense que j'ai hérité d'elle aussi cette rigueur, on va dire académique. Et mon père a plutôt été dans le monde des affaires, donc dans l'import-export de produits plastiques. Son père lui-même était dans le commerce de thé. Et du coup, j'ai baigné dans un environnement comme ça où mon père, tous leurs cousins et tout, en permanence à la maison, il y avait des discussions sur les affaires, tout ça. Donc tout le langage du business, quelque part, bah, j'ai baigné dedans et du coup, c'est quelque chose qui me faisait pas si peur que ça. J'avais l'habitude de ça. Et par exemple, en comparaison à quelqu'un qui aura fait un parcours académique extraordinaire, mais qui est issu d'un milieu ouvrier, bien sûr que cette personne aura à passer des obstacles et des difficultés bien supérieures aux miennes pour ultimement, on va dire, atteindre un certain, on va dire un certain statut, une certaine place dans le monde économique, et par exemple atteindre un poste que moi j'ai réussi à avoir à la sortie de l'université, qui était d'être consultant en direction générale d'entreprise au Boston Consulting Group. Et je vous dis tout ça pour vous dire que, en fait, quelque part, tout était, finalement, tout était là pour moi pour que je puisse jouir d'une vie, qui est considérée comme un succès dans, on va dire, la perception un peu, classique des choses. Et pourtant, je pense que depuis le début, je sentais qu'il y avait quelque chose de trop limité pour moi, dans cette affaire de, voilà, passer toute ma scolarité à avoir des super notes, passer toute ma vie active à performer dans le monde économique et on va dire être un des gagnants dans cette concurrence qui est à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et finalement, bah, une fois que j'ai bien performé et puis gagné de l'argent et montré ma valeur, et ben après, bah, je me repose jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà un peu le sens de la vie, quoi. Voilà, le fait d'avoir démontré son succès et son mérite à toutes et à tous. Et je pense que intérieurement, j'ai toujours senti il y a quelque chose au-delà de ça. Ça peut pas se résumer à ça, en fait, la vie. Et et je pense que depuis le début, du coup, il y avait une graine en moi qui appelait à germer pour appeler à cultiver, d'autres valeurs au-delà de la performance. Et quand Marc, a parlé de, concilier performance et épanouissement, et ben, l'aspect épanouissement, je l'ai vraiment découvert après, voilà, quelques années, passées au Boston Consulting Group, où là, c'est là que je me suis d'abord connecté à moi-même, mais qu'est-ce que j'ai vraiment, en fait, envie de faire, de ma vie? Quels sont mes rêves? Quelles sont mes aspirations? Où se situe mon enthousiasme? C'est quoi ce pourquoi je vibre? Et je me suis autorisé à voilà, du coup, j'ai démissionné de mon job et puis je me suis autorisé à aller, vers mon enthousiasme qui se situe plutôt dans le domaine de l'éducation. Et finalement, en entrant dans cet univers et puis en créant, moi-même, parce que j'ai été un peu frustré aussi, du système éducatif classique, évidemment, ça fait partie du début de mon histoire aussi, heu, qui est hyper orienté, comme Marc l'a dit, sur, la performance scolaire. Et quand j'ai découvert que je voyais l'éducation bien au-delà de ça, qui était de développer certaines facultés de base, intellectuelles, émotionnelles, corporelles, relationnelles, je me suis dit: «OK, il faudrait, vraiment avoir d'autres écoles pour les enfants où ils peuvent justement davantage se connecter à leur enthousiasme et trouver, leur talent,
leurs forces, là où ils ont envie d'être leaders dans leur vie et pour qu'ils puissent mener leur propre vie. Et finalement, dans le processus où j'ai ultimement créé une école qui s'appelle l'école dynamique et un éco-village qui s'appelle l'éco-village de Pourgue, donc où j'ai été initiateur de projets euh, voilà, avec une dimension entrepreneuriale assez forte, et ben c'est là que j'ai découvert que la manière classique d'être un leader et un entrepreneur d'une organisation, ça allait clairement pas me suffire dans ce genre de nouvelle organisation. Parce que un des partis pris qu'on avait à la base avec mes cofondateurs, c'était que clairement on avait envie d'être dans un espace où l'humain est au centre et c'est l'expérience humaine complète. C'est pas qu'une histoire de, voilà, de délivrer un objectif concret matériel. Oui, ça fait partie du jeu, mais une autre partie du jeu que j'avais pas explorée jusqu'ici, qui était quel genre de vie en tant qu'être humain, en tant que personne humaine, j'ai envie de vivre dans mon organisation. Quel genre de relation je veux tisser avec les uns et les autres. Et vu qu'on avait quelque chose depuis le début qui était beaucoup basé sur considérer les enfants comme des personnes à part entière, interagir avec eux comme des amis, des collègues, des partenaires, des gens avec qui on collabore, il y a une dimension humaine qui a nécessité pour moi de développer des qualités dans mon leadership que je n'avais jamais vues chez aucune personne de mon entourage et de ma famille avant. Et donc c'était une grande découverte pour moi et un endroit où j'ai dû vraiment développer pendant ces années, donc 2 années à l'école dynamique et maintenant 4 années à l'éco-village de Pourgue, euh, ces qualités que je vois comme étant cruciales finalement et qui sont transposables pour toutes ces organisations qui sont dans cette transformation et où elles se disent, attends, il y a quelque chose au-delà de notre performance économique, on a besoin d'explorer, c'est quoi l'expérience humaine qu'on vit dans notre organisation. Et du coup, moi, le leadership authentique, c'est surtout là où je le vois, c'est dans toutes ces organisations où il y a ces prises de conscience qui sont de l'ordre de OK, on fait nos heures, on fait notre valeur ajoutée, on fait notre performance, mais en fait, j'aspire à autre chose aussi, j'aspire à plus. Et j'aspire à quelque chose de différent. Et toutes ces organisations, on essaie de cultiver davantage d'autonomie, davantage d'épanouissement, et même certaines organisations vont jusqu'à parler du bien-être et du bonheur des collaborateurs, euh, et de créer des espaces où chaque collaborateur est pleinement responsable de sa contribution à ces organisations. Moi, c'est voilà, c'est ce genre de transformation qui m'intéresse. Et pour moi, il s'agit de transformer profondément la culture et de nos organisations et de la société du coup au sens large, pour que chacun soit davantage connecté à soi et connecté à la contribution, à l'impact qu'il souhaite réellement avoir dans le monde, dans son organisation et dans le monde au sens large. Et du coup, je vais enchaîner en vous parlant finalement d'une synthèse de ces découvertes-là et de ce que je vois. Finalement, je vous ai présenté un monde puis un autre, hein, et qu'est-ce que je vois comme étant les qualités du leader dans le premier monde et les qualités qu'un leader, à mon sens, a besoin de développer dans ces organisations qui sont en transformation profonde, euh, voilà, et qui nécessitent de développer d'autres qualités. Donc, ce que j'ai identifié en synthèse, et en faisant un peu un retour d'expérience du coup depuis le début de mon expérience dans ma vie active, c'est que je vois globalement 7 qualités chez, on va dire, le leader que je pourrais appeler le leader classique, et puis 7 nouvelles qualités qui se superposent. Hein. Pour moi, un leader complet ne sacrifie pas les qualités qu'on a besoin on va dire dans le monde classique, mais c'est des choses qui viennent en plus. Et 7 autres qualités que je vois chez ce que Marc et moi appelons le leader authentique. Et je vais d'abord vous faire une brève présentation de ces 7 plus 7 qualités. Et ensuite, avec Marc, je vais partager quelques illustrations. On ne va pas avoir le temps, évidemment, de rentrer dans le détail de chaque chose. Et ce sera prévu dans d'autres espaces éventuellement pour aller plus en profondeur. Et donc, à titre d'illustration, je vais vous partager un peu des récits qui illustrent comment est-ce que ces qualités s'incarnent après dans la vraie vie. Donc, pour ce qui est des qualités, on va dire plus classiques, la première que je vois, c'est qu'un leader est un visionnaire inspirant. Voilà. Il porte une vision, il l'inscrit dans un récit qui est motivant et qui donne du sens pour tout le monde.
Un leader est aussi un bâtisseur. Il sait structurer des organisations, établir les règles, les processus et le système administratif qui permettent d'établir un fonctionnement fluide. C'est aussi un expert, quelqu'un qui a accumulé dans sa vie beaucoup de connaissances et qui est en cours d'en accumuler encore plus, et qui a développé un réel savoir-faire dans son domaine. Euh, En quatrième, un leader pour moi est un connecteur. C'est quelqu'un qui sait fédérer des personnes et des énergies et qui sait mettre en place un contexte où chacun pourra contribuer à la hauteur de son plein potentiel. Et cet aspect, donc l'aspect connecteur, pour moi, ça nécessite des qualités humaines et une certaine aisance sociale. Voilà. Tout simplement quelqu'un avec qui on aime passer du temps à refaire le monde, avec qui on sent qu'on a toujours quelque chose à apprendre et avec qui on a envie de construire des choses. La cinquième qualité que je vois chez un leader, c'est que c'est un décisionnaire. Voilà, il a un coup d'avance, il sait anticiper les prochains problèmes, il sait ce qui va bientôt devenir une priorité absolue dans l'organisation, et il sait aussi faire des choix tranchés au bon moment. C'est aussi un administrateur, quelqu'un qui est à l'aise pour entreprendre des projets, en prendre la responsabilité de A à Z, et qui notamment a une vision claire des aspects économiques et administratifs de ses projets, tout simplement. Et une dernière qualité que je vois chez le leader et qu'on a tendance à pas trop nommer d'ailleurs, mais moi j'y tiens pas mal, c'est pour moi un leader est un excellent exécutant aussi en fait. C'est pas juste quelqu'un qui dit aux gens quoi faire. Il a lui-même une capacité à prendre une large diversité de rôles d'exécution dans l'organisation et surtout jouer ses rôles avec un très haut niveau d'exigence et d'efficacité. Et en, et ce faisant, il va incarner un exemple du niveau d'ambition que chacun devrait se donner partout dans l'organisation. Voilà. Donc même quand un leader fait des choses extrêmement simples dans l'organisation, c'est aussi pour donner l'exemple du level qu'on attend en fait pour tous. Voilà, donc ça pour moi c'est ce que j'ai identifié comme étant les 7 qualités plutôt classiques, et pour moi quelqu'un qui dispose de ces qualités, en fait a tout ce qu'il faut finalement pour même démarrer une start-up qui aura du succès, et il n'y a pas franchement besoin de beaucoup plus. Après, dans ces nouvelles organisations dont je parle, où il y a une recherche justement de mettre l'humain au centre, où forcément du coup il va y avoir de l'authenticité dans les rapports, où on vient pas avec son masque de je tiens le rôle, je sais pas, de marketing et je viens faire ce qu'il faut pour le marketing de l'entreprise, et en fait au-delà de ça personne ne me connaît. Dans ces organisations-là, en fait, je ne suis pas qu'un marketeur, je suis aussi une personne qui a une vie, et qui a tout un profil psychologique, qui a de la vie en elle, quoi. Et donc, quand on entre dans ce paradigme où on s'intéresse à chaque personne de manière globale et pas que par rapport à son rôle, par rapport à son masque social et professionnel, c'est là qu'apparaît en fait tout un nouvel univers, parce que c'est là où on va se connecter notamment aux besoins et aux émotions de chacun, où les gens vont aussi être davantage comment dire, dans une sécurité pour partager leurs zones de vulnérabilité, leurs doutes, leurs insécurités. Et il va y avoir beaucoup plus d'humilité du coup dans l'organisation, parce que les gens vont se révéler pleinement en fait, et pas juste le performeur qui doit délivrer une valeur ajoutée, quoi. Et donc dans ce contexte-là, comme vous pouvez l'imaginer, en tout cas pour moi, ce que j'ai constaté à l'école dynamique et à Pourg, c'est que j'ai eu besoin personnellement, et j'ai vu mes collaborateurs avoir besoin de développer bien d'autres qualités. La toute première que je vois, c'est cette qualité de ce que j'ai appelé refondateur. Pour moi, le leader authentique, il questionne les partis pris, les habitudes, les hypothèses de base sur lesquelles les organisations se sont toujours construites depuis longtemps. Voilà, on a toujours fait comme ça, on s'est toujours structuré comme ça, on fait toujours un business plan à la base avec un rétro-planning, etc., par exemple. Et le leader authentique va proposer de refonder les organisations autrement, notamment pour qu'elles permettent une expérience plus complète et plus humaine d'un projet commun et d'une vie collective. En deuxième, pour moi, un leader authentique est un garant de l'intégrité. Déjà, il a réellement foi et il croit réellement en la vision de l'organisation. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais élaborer cette vision pour qu'on puisse gagner de l'argent tous ensemble. Et au-delà de ça, il entre en relation avec ses collaborateurs en s'autorisant à être touché dans le cœur personnellement.
Et comme je le disais tout à l'heure, il va montrer sa vulnérabilité, ses doutes, il va s'exposer quand il change d'avis, il va vivre certains conflits avec des collaborateurs et il va s'efforcer à les résoudre en les considérant comme des personnes humaines ou d'égal à égal, plutôt que évidemment de brandir, hein, bah, c'est moi le hiérarchique, c'est moi le chef, et en fait finalement ultimement c'est moi qui ai raison. Donc là, on est par-delà les logiques de bien, de mal, de raison, de tort. En fait, on est des personnes humaines qui se rencontrent dans toute notre complexité et on va résoudre nos problèmes en se considérant comme des personnes, d'égal à égal. Pour moi, c'est aussi un garant de l'inclusion, et ça, c'est un très fort enjeu pour notre siècle. C'est toujours un fort enjeu. Certains pensent qu'il est terminé depuis la fin du XXe siècle, mais pour moi, un leader authentique, il sait mettre en conscience les enjeux d'appartenance de chacun à un corps social. Donc, par exemple, quand dans l'organisation, il y a des personnes racisées, des femmes, des enfants, dont les rangs sont donc historiquement inférieurs à celui on va dire, de l'homme blanc de 40 ans, quoi. Et un leader authentique, pour moi, est un facilitateur du rééquilibrage des rapports d'oppression. Et c'est quelque chose de très délicat et de pas du tout facile à faire. Surtout depuis une position, en fait, de rang privilégié. Un leader authentique, pour moi, est aussi un facilitateur. Il sait faciliter des processus d'intelligence collective qui dépassent la somme des intelligences individuelles. C'est quelqu'un qui essaye de tirer la quintessence du 1 plus 1 pour qu'il ne fasse pas 2, mais 5 ou 10 ou plus encore. Alors ça va peut-être vous étonner et là, vous dire: «Attendez, là, ils sont un peu perchés ceux-là», mais pour moi, le leader authentique a aussi un rôle de thérapeute. Heu et plutôt que de se mettre en avant tout le temps et de guider les choses, il a aussi l'art de se taire, de se poser, d'écouter et pas seulement écouter ses collaborateurs, mais être à l'écoute de ce qui se passe dans l'organisation de manière plus subtile et plus profonde. Et et en fait, un groupe va régulièrement traverser des épreuves et des blessures et il va, être au service de la guérison de ces blessures et de la thérapie permanente du groupe. Un leader authentique, pour moi, est aussi un artiste. Il va mettre une dimension de beau, d'élégance, partout, en fait, dans l'organisation et pour que ce que son projet, incarne et rayonne dans le monde, hem, soit quelque chose au-delà de juste, «Waouh, on a gagné plein de nouveaux marchés et puis on a réussi à faire plein de profits». Non, il y a aussi quelque chose qu'on est arrivé à faire et face auquel on peut s'émerveiller tous ensemble, quoi. Et la septième qualité, que je trouve chez un leader authentique, c'est qu'il finalement, il a une dimension dans sa créativité, donc qui est au-delà d'avoir une vision et des très bonnes idées et tout pour arriver à faire des choses dans le monde. Mais c'est un créatif dans le sens qu'il crée, des nouvelles cultures, donc ce qui est quelque chose de vachement plus complexe et profond que de créer, par exemple, un service, ou un bien, à la population. Et hem et le leader authentique, pour moi, est quelqu'un qui est capable d'insuffler une culture, alternative dans une organisation, donc une alternative par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans toutes les autres organisations. Par exemple, sur les processus relationnels qui sont mis en place, comment est-ce qu'on met du dialogue et de la résolution de conflits dans l'organisation et en insufflant cette culture dans l'organisation, on voit que des personnes qui arrivent, par exemple des personnes qui arrivent à l'éco-village de Pourgue, ils sentent bien que: «Ah ouais, il y a quelque chose de différent ici et ici on cultive, la relation et le bien-être d'une manière que j'ai jamais vue avant». Voilà. Voilà en résumé, les qualités que je vois et je me rends compte que j'ai pas mal, parlé et puis je veux bien te donner la parole Marc pour voir ce que ça t'inspire cette présentation et s'il y a une des qualités sur lesquelles tu aimerais partager quelque chose. Merci Ramine. Écoute, ouais, ça m'inspire beaucoup justement de rendre plus concret en fait cette notion du leadership authentique avec certaines qualités sur lesquelles, bah, là, qui parlent à tout le monde et qui sont tangibles. Euh, Effectivement, peut-être que on n'est pas complètement exhaustif, mais en réalité, c'est quand même intéressant de voir voilà la richesse et la complexité aussi que ça représente finalement d'incarner un leadership authentique. C'est beaucoup plus difficile que d'être leader tout simplement. Et pourtant, toutes les figures
de leaders qui nous inspirent, en passant voilà, des plus grands militants comme Martin Luther King aux plus grands businessmen vénérés par la société que peuvent être Steve Jobs ou Elon Musk. En fait, c'est des gens qui, en réalité, ont développé un leadership authentique. C'est-à-dire qu'avant eux, il n'y avait personne qui conseillait d'être leader comme ça, quoi. Notamment de bafouiller un peu comme Elon Musk. Non, c'était pas conseillé. Et pourtant, bah oui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a un rayonnement incroyable. Après, on l'aime, on n'aime pas. C'est pas la question, en fait. C'est plus de dire, au lieu de chercher à faire comme eux, comment on peut apprendre à faire comme soi. Et en faisant comme soi, on se rend compte que bah, y a des constantes. Et ces constantes, bah, c'est celles que Ramin, tu citais, et qui me parlent beaucoup. Moi, ma perspective par rapport à ces sujets-là, en plus d'avoir effectivement cet aspect leader personnel de par mon parcours et c'est effectivement cette création aussi d'entreprises d'accompagnement, moi, ce qui me passionne le plus finalement, c'est d'observer le leadership authentique des autres et surtout de faciliter, accélérer l'émergence de ce leadership pour d'autres. Et donc, c'est pour ça que mon métier depuis l'année 2018, c'est d'accompagner des dirigeants, des entrepreneurs à mettre en place, en fait, à retrouver cette authenticité, ce leadership puissant pour pouvoir avoir un impact positif sur leur entreprise, sur leur collectif, mais aussi sur la société en général. Donc, j'ai accompagné plusieurs entreprises à mission, voilà, certaines que vous devez connaître, d'autres peut-être moins. Et typiquement, les sujets qui me passionnent le plus, forcément, comme vous l'avez compris, c'est des sujets qui vont être en lien avec l'écologie, parce que c'est pour moi l'urgence principale aujourd'hui. Donc, voilà, des boîtes comme Too Good To Go ou Agricool, bah, ça va être des boîtes que je vais pouvoir utiliser aussi en exemple un petit peu dans ce que je vais dire par la suite. Et donc, je rejoins complètement Ramin sur le fait que le leadership authentique nécessite non seulement d'avoir les qualités du leader traditionnel, ou en tout cas, voilà, les 7 grandes qualités que tu as citées en premier, que sont voilà, l'aspect visionnaire, l'aspect bâtisseur, expert, connecteur, décisionnaire, administratif et exécutant, mais aussi voilà, d'autres qualités qui vont être primordiales pour que les gens puissent venir dans l'entreprise, puissent prendre des responsabilités, garder de l'initiative, être des militants potentiels à la cause de l'entreprise. Et tout simplement pour que l'entreprise soit attractive, en fait, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération ne souhaite plus venir avec des masques. C'est plus dans le goût du jour. Là, j'ai appris récemment que même il y a pas mal de banques qui commencent à accepter que les gens viennent avec non pas des costards, mais des t-shirts de Iron Maiden. Enfin, voilà, on en est là, en fait. C'est-à-dire que même les grosses boîtes comprennent que c'est important, en fait, de développer ces leaderships authentiques. Avec Ramin, on va citer beaucoup les exemples des jeunes entrepreneurs, des startups, mais en réalité, bah, c'est tout aussi vrai pour les grosses boîtes qui voient l'émergence du besoin de sens et du besoin d'avoir un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire quand on s'investit à fond sur un projet, on n'a pas envie d'être juste un maillon de la chaîne, mais de voir réellement l'impact qu'on a sur l'entreprise. Et donc peut-être pour prendre ce que tu disais, Ramin, c'est-à-dire des exemples un petit peu, moi l'exemple qui me parle bien, ça va être sur par exemple exécutant, le fait que le leadership authentique va nécessiter pas simplement l'aspect gestionnaire, mais aussi l'aspect exécutant et voilà, d'avoir un niveau de performance très important, un petit peu à tous les niveaux en fait de la boîte. Donc pas simplement dans l'aspect dirigeant, mais voilà, marketing, commerçant, relationnel, humain, etc. Et, et là, j'ai en tête effectivement, par exemple, Lucie, qui a été la fondatrice et une des cofondatrices, plus exactement, de Too Good To Go, que j'ai pu voir dans certains contextes, voilà, passer d'un appel avec le dirigeant de Carrefour pour mettre en place l'offre Too Good To Go de façon beaucoup plus large et que le gâchis alimentaire soit réduit massivement en France. Et juste après, aller dans une boulangerie du quartier, se rendre compte qu'ils ne savaient pas l'application Too Good To Go, donc, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, et commencer à expliquer par A plus B que c'était génial et à convaincre effectivement ce boulanger de quartier. Et donc ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais waouh, la performance est partout. Et y a pas, elle faisait pas elle n'était pas exclusive de dire voilà, maintenant je suis forcément que avec des grands dirigeants d'entreprise. Non, en fait, elle est avec tout le monde
et tout le monde peut avoir un leadership. Le boulanger aussi a son leadership, et si elle rentre en contact avec cette authenticité qu'elle a, elle va pouvoir trouver l'authenticité de la personne en face et potentiellement créer un changement. Et c'est pas parce que d'un côté on change 10 000 carrefours et d'un autre côté on change qu'une petite boulangerie que ça vaut pas le coup en fait de se donner au maximum. Donc ça, j'ai trouvé ça super puissant. Et en même temps, l'effet négatif, on va dire, la part d'ombre que ça peut donner, c'est le risque du micromanagement. Parce que forcément, quand on a des fondateurs, ou quand on a des leaders, tout simplement, si on n'est pas des entrepreneurs, qui ont une certaine capacité à maîtriser, on va dire, tout un panel d'actions, eh ben, ça peut aller avec une vraie exigence, ça peut aller avec un côté qui impressionne. Et donc, quand on va être avec eux, on va pas oser, en fait. On va se dire, mais je vais peut-être pas essayer de convaincre la boulangère, je vais peut-être laisser parler la CEO qui est juste à côté. Et ça paraît rien, et pourtant, ça peut vraiment baisser la montée en compétences des individus dans l'organisation. Et à partir d'un certain niveau de croissance, c'est juste pas jouable, en fait. Donc, typiquement, chez Too Good To Go, il y avait cet enjeu de pouvoir apprendre à créer des modèles d'organisation qui vont permettre que chacun puisse se sentir le droit, même plus encore la légitimité de prendre des initiatives et de créer quelque chose de durable. Et donc là, Ramin, je rebondis sur cette compétence que tu partageais sur le leadership authentique, qui est la capacité de refondateur. Et moi, c'est vraiment dans ce contexte-là que Lucie m'avait contacté. C'est comment faire différemment, en fait, que les grandes entreprises dans lesquelles elle avait travaillé jusqu'à maintenant. Comment faire pour ne pas couper l'herbe sous le pied des gens qui sont ses employés et ne plus être dans une posture de micromanagement. Donc pour ça, on avait mis en place des modes d'organisation différents, notamment des modes plus ce qu'on va appeler agiles, inspirés par, bien sûr, certains travaux, notamment de Frédéric Laloux, que vous connaissez peut-être, pour mettre en place des outils qui font que chacun a la place de pouvoir s'exprimer. Et puis, bien au-delà des outils, ce qui est important, c'est le changement de posture. Et c'est là où incarner un leadership authentique, c'est clé, parce que l'outil ne suffit pas en réalité. C'est comment faire en sorte que les personnes dans l'entreprise puissent trouver en eux cette confiance qui fait qu'on a beau avoir un super CEO, une super exécutante, à un moment donné, c'est nous qui allons le faire, et on va le faire peut-être encore mieux qu'elle, en fait, parce qu'on va le faire à notre manière. Et c'est ça, finalement, qui va apporter de la valeur. Donc voilà, peut-être un rebond que je peux donner comme ça avec des exemples concrets. Je voulais aussi peut-être rebondir sur la notion de thérapeute, avec ce que tu partageais sur l'art de se taire, d'écouter et de faciliter la guérison du groupe. Ça me parle beaucoup parce que la plupart des entreprises dans lesquelles je suis allé, ce qui les a motivés à avoir finalement un consultant extérieur qui vient accompagner l'entreprise pour maintenir une ADN forte. C'est un peu ça à chaque fois que je fais, c'est comment maintenir une ADN forte malgré le fait qu'on devient très très nombreux et que il y a des seniors qui rentrent dans l'entreprise et qui commencent à mettre en place des systèmes de management très pyramidaux, très top-down. Comment on fait pour rester des leaders authentiques, en fait, dans un contexte qui devient parfois même politique, hein. Et dans ce contexte-là, eh bien, il y a des conflits, en fait, qui se mettent en place parce qu'il y a des différences entre les premiers arrivants, ceux qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour le projet, et puis ceux qui débarquent de grandes entreprises, Coca-Cola, Amazon, etc., et qui sont en train de tout détruire en pensant faire les bonnes choses, en fait, parce qu'ils font au mieux ce qu'ils ont appris, mais en ne se remettant pas justement dans la posture du refondateur, donc en n'étant pas dans le leadership authentique, mais en arrivant avec des masques. Mais en même temps, en arrivant avec les compétences. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Et donc, c'est là où se confrontent ces deux notions que tu partageais, Ramin, c'est-à-dire la performance d'un côté et l'épanouissement de l'autre. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'entreprises que j'ai vues, en fait, les deux se scindent à un endroit. On a la performance et l'épanouissement. Il y a les seniors qui incarnent la performance, mais il n'y a plus l'épanouissement. Et il y a les anciens qui sont dans l'épanouissement, mais pas autant dans la performance parfois, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément encore développé ces compétences. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à réconcilier les deux. Donc ça, c'est ce que je fais moi en tant qu'accompagnant.
Et là où ça me parle, cet aspect thérapeute dont tu parlais, c'est qu'il y a vraiment un besoin de guérison, parce que tant que ces deux notions se divergent, il va y avoir du turnover, il va y avoir des conflits et des fortes frictions. Et donc, il y a un besoin de réconcilier en fait les collaborateurs. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu voir dans les entreprises que j'ai accompagnées. Je pense notamment à une entreprise que je citerai pas, mais où vraiment il y a eu des problèmes de cohésion extrêmement forts en fait, liés à des enjeux à la base externes, mais qui ont décuplé en fait cette distinction qui a été faite entre la performance et l'épanouissement. Et à un moment juste l'épanouissement a disparu de l'équation, quoi. C'était vraiment performance à 100%. Et ça, moi, ça a été important avec eux de ramener ce processus de refondation, en fait, d'accepter que votre leadership authentique a de la valeur. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont plus de compétences que vous devez couper votre authenticité et devenir un Steve Jobs numéro 2, en fait. Non, vous êtes je sais pas, voilà, vous avez votre authenticité, c'est ça qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Persévérer en fait là-dedans, vous avez les moyens d'apprendre les compétences nécessaires pour pouvoir continuer. Et donc, voilà, un travail par exemple sur les valeurs, sur la raison d'être, ça peut être une première étape que j'ai pu mettre en place dans ces entreprises pour soigner, en fait, pour assainir les relations et de dire, voilà, quels sont nos communs, en fait, quelles sont nos forces, au-delà des distorsions, au-delà des différends, où est-ce qu'on se retrouve. Et en faisant ça, en fait, on se rend compte que déjà, ça recrée le lien. Et une fois que le lien est réétabli, en fait, naturellement, bah, c'est un espace beaucoup plus propice à amener cette place au leadership authentique de chacun, pas simplement du dirigeant, mais de toute l'entreprise. Merci beaucoup, Marc. Et ça, évidemment, ça m'évoque plein de choses quand tu parles par rapport à ma propre expérience dans mes projets, ce côté exécutant dont tu as parlé à propos de Lucie. Ça me rappelle que, enfin, cette énergie en tout cas qu'elle avait me rappelle comment j'ai beaucoup développé. Alors, je pense que c'est une qualité que j'avais déjà pas mal, mais développer cette qualité de connecteur qui est évidemment très importante quand on a un projet où on a besoin de collaborer avec des personnes et où on va éventuellement avoir dans mon cas en tout cas, des parents qui vont inscrire leurs enfants dans notre école et, imaginer que le lien que j'ai eu avec ses parents avait besoin d'être bien au-delà de juste un directeur d'école, voilà, qui a ses process, qui inscrit les enfants en CP, en CE2 ou dans une autre classe, et où les parents savent à peu près à quoi s'attendre parce qu'ils ont vu ça toute leur vie, ils ont vécu ça dans leur enfance, et il y a juste un acte administratif, une signature, et une confiance qu'on pourrait dégager du fait qu'on a embauché des bons profs, et voilà, et ça s'arrêterait là. Mais là, ce que j'avais à communiquer, c'était une philosophie complètement différente. Enfin, il faut savoir que l'école dynamique, c'est un endroit où, sans limite de temps, il n'y a pas d'emploi du temps, donc sans limite de temps, un enfant peut se dédier à ses centres d'intérêt, quels qu'ils soient, qui sont les centres d'intérêt de son choix. Et c'est ça notre croyance fondamentale et qui, nous, à l'école dynamique, nous était profondément éducatif et permettait vraiment des apprentissages efficaces, c'est que les enfants fassent non seulement ce qu'ils aiment faire, mais qu'ils le fassent à fond, passionnément, sans limite de temps. Et va expliquer ça à des parents qui n'ont jamais vu ça de leur vie, qui ont des enfants en général qui ne fonctionnent pas très bien à l'école, qui sont plutôt en train de décrocher, qui ont subi des souffrances, de la violence, du harcèlement et ce genre de choses, et qui souvent sont dans ces situations où leur enfant est un peu en décalage. Parfois on avait des surdoués, juste des enfants qui étaient inadaptés au système tel qu'il est proposé. Et puis, je m'étais dit depuis le début, cet aspect connecteur, je l'ai développé depuis le début du projet, où dès que j'avais l'occasion de parler avec quelqu'un qui s'intéressait un tant soit peu au sujet de l'éducation, je commençais à discuter avec lui, lui partager ma passion et lui dire que je suis en train d'entreprendre ce projet et tout ça. Et au fur et à mesure de partager, voilà, des personnes qui n'avaient d'ailleurs aucun intérêt, j'ai envie de dire, à apporter au projet,
Mais spontanément, je me lançais dans des discussions hyper passionnées sur, l'histoire de l'éducation depuis le 19e siècle et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelles sont les qualités qu'on a besoin de développer, avec plein de références où je parlais de Ken Robinson et pourquoi il disait que l'école tue la créativité et cetera et cetera. Enfin bref, j'avais 1 milliard de choses à raconter sur l'éducation et j'en parlais à toutes les personnes que je croisais et puis dès qu'une personne entendait parler de mon projet et m'envoyait un mail en disant: «Tiens Ramin, c'est intéressant ton projet, est-ce que ça te dirait qu'on en discute autour d'un café?» De manière inconditionnelle, je disais oui. Voilà, j'étais un peu comme, le Yes Man, dans Jim Carrey, donc c'est un film joué par Jim Carrey où il a une sorte de phase pendant laquelle il dit oui à tout et c'était une sorte d'exercice de développement personnel. J'étais un peu dans cette phase Yes Man où je disais oui à tout et mine de rien, ouais, ça m'a beaucoup, apporté parce qu'en plus, au fur et à mesure où je parlais, parce qu'à chaque fois, j'en parlais différemment de cette philosophie et de cette approche éducative et du coup, j'élaborais de plus en plus aussi dans ma pensée, une compréhension et une synthèse de quoi il s'agissait. Du coup, j'ai développé aussi ma qualité en parallèle d'expert sur le sujet, de personnes qui en parlaient, de mieux en mieux et qui arrivaient à présenter les choses de mieux en mieux. Et c'est comme ça ultimement que j'ai quand même réussi à réunir, des parents avec, 23 premiers enfants inscrits en 2015 dans cette école, qui n'avait juste, do qui était d'un style totalement nouveau à Paris, qui existait depuis longtemps, en Angleterre et aux États-Unis, mais en France, c'était, presque totalement nouveau. Hem une autre chose sur laquelle j'avais envie de rebondir aussi, par rapport à ce que tu disais Marc, c'est sur cette qualité de thérapeute dans l'entreprise. Donc finalement, on aura surtout parlé d'une des qualités et puis on laissera les autres pour, pour d'autres formats ou une autre fois. Et c'est surtout à l'éco-village de Pour, pardon, que j'ai découvert l'importance, de cette qualité à développer et d'ailleurs, c'est non seulement, dans une position de leadership comme la mienne qui a impulsé le projet, qui a bâti les premières structures et qui a motivé des gens à se réunir autour de ça, donc j'ai une certaine position dans ce projet. Mais quelque part, dans une organisation comme celle de l'éco-village de Pour, absolument tout le monde a besoin j'ai envie de dire, de se muscler sur cette qualité, quoi. Et non seulement de tourner le regard, vers elle et de voir ce qui se passe en elle quand elle traverse différentes expériences et faire sa propre thérapie, parfois même en allant, voir des thérapeutes à l'extérieur et où, clairement la vision du thérapeute alors nous dans notre paradigme, c'est plus du tout la personne que tu vas voir quand tu as un bobo psychologique, quand tu as quelque chose qui ne va pas, quand tu es en dépression et cetera, quand tu aurais un problème. Tu peux avoir quelqu'un qui n'a «aucun problème» entre guillemets, mais en fait on en a toujours. On a toujours des choses à explorer en soi, des endroits où on a besoin d'aller se voir et puis et de voir comment on peut mieux vivre, mieux s'adapter à un environnement complexe, en tout cas dans notre cas, un environnement aussi complexe que celui de Pour, où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de personnes différentes qui se rencontrent. On vit l'altérité à un niveau d'intensité qui est, que j'ai jamais vu dans ma vie. C'est d'ailleurs bien connu que ce genre de projet de collectif, hein, de communauté qui se crée, où il y a des personnes qui viennent ensemble avec un projet commun, elles ont très peu de chances de succès du fait du facteur humain, du fait des conflits qui émergent entre les humains. Donc oui, cette expérience a été particulièrement galère, en particulier sur les 3 premières années. Et puis là, maintenant, on atteint un rythme de croisière qui fait que, parce on s'est d'ailleurs tous améliorés sur cette qualité, hein, il faut le dire, et qui fait que maintenant les choses sont très harmonieuses et puis on arrive à surmonter les nouveaux conflits, les nouveaux challenges d'une manière beaucoup plus fluide qu'avant. Et pour vraiment aller dans le concret et quelle a été une des premières choses allez, 2 choses qu'on a vraiment dû, développer qui sont très difficiles à développer, qui sont d'une part, l'authenticité et d'autre part, la compréhension mutuelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on a historiquement, je pense que beaucoup de personnes ont plutôt appris à fuir le conflit. C'est-à-dire que quand elles ont un problème avec quelqu'un dans leur famille ou quelqu'un dans leur entreprise, elles ont plutôt tendance à dire: «Je vais juste mettre» voilà, comme dit l'expression, mettre de la poussière sous le tapis et je vais pas réévoquer le truc, je vais pas venir dessus, sinon je vais cristalliser le truc, je vais l'amplifier, ça va pas le faire, enfin on va commencer à se disputer, ça va pas voilà, on va pas y arriver en fait. Et il y a une telle peur de l'échec et même presque une croyance, limitante pour le coup, qu'on ne va pas arriver à résoudre ces conflits avec les autres, qu'on a tendance à ne pas les vivre, les conflits.
Et ce qu'on a remarqué à Pourg, c'est qu'en ne vivant pas les conflits à Pourg, ils ne font que s'accumuler à l'intérieur de chaque personne et qu'on crée une bombe à retardement. Parce que le niveau d'intensité relationnelle et sociale est tellement élevé qu'en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'échappatoire, il y a nulle part d'autre où on peut être que dans la communauté. Et bien sûr qu'on peut partir en vacances, on peut aller souffler pendant 2-3 semaines et tout ça, mais quand on revient dans la communauté, ben, en fait, le problème n'est pas résolu et donc ça reste. Et c'est comme ça qu'on cristallise et qu'on amplifie des choses. D'ailleurs, c'est en ne s'occupant pas, en ne faisant pas l'exercice on va dire, de thérapie relationnelle, si je puis dire. Et donc l'authenticité, c'est quoi ce que ça implique, c'est de faire la démarche vers une personne et d'assumer, de dire ouais, en fait, en ce moment, j'ai une crispation, j'ai une tension, il y a quelque chose que je sens dans notre relation, dans notre manière d'interagir. Par exemple, hier, quand on s'est parlé de telle et telle manière, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas entre nous. Qui déjà ose cette démarche? Qui ose dire voilà comment je me sens par rapport à notre manière d'interagir. Voilà comment j'ai mal et d'exposer à l'autre sa douleur. Quand on ouvre comme ça son cœur et qu'on dit voilà la douleur que j'ai à l'intérieur, c'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué parce que ce dont on a l'habitude, c'est quelqu'un en face qui va rejeter parce qu'il n'a pas envie d'être coupable de quelque chose, il va se sentir condamné, donc il va rejeter. Ou il va minimiser, encore une fois, parce qu'il n'a pas envie qu'on le pointe comme bouc émissaire, comme coupable de nos problèmes. Et du coup, nous, on a dû faire un énorme travail qui est de dire, en fait, si je te partage tout ce que j'ai dans mon cœur, c'est pour qu'on puisse se comprendre l'un l'autre et se connaître. Et je ne suis en aucun cas en train de pointer du doigt et de te reprocher, de te condamner sur quoi que ce soit. Et du coup, il y a eu un double travail à faire qui est d'arriver à stimuler une culture. Donc là, je parle aussi évidemment de cette 7e qualité dont j'ai parlé, qui est d'insuffler une certaine culture dans l'organisation. Une culture de célébration, de se parler franchement les uns les autres et de dire ce qu'on a sur le cœur, et une culture de quand quelqu'un s'est ouvert et s'est exposé et s'est rendu vulnérable, et bien surtout ne pas le bâcher, ne pas le rejeter, ne pas lui dire c'est pas important ce que tu es en train de partager. Ok, ça a de l'importance, je vais le considérer. Ok, t'as mal, et ben je reconnais. Force est de reconnaître et de voir cette douleur qui est en toi, et je ne vais pas le prendre personnellement. Je ne suis pas ton bourreau, je ne suis pas le bouc émissaire ou le coupable de quoi que ce soit dans ta vie. Tu es juste en train de faire un partage désintéressé de comment tu te sens pour qu'on puisse entrer en relation et se comprendre mutuellement et ne pas seulement nous voir quand on est en train de faire des choses ou quand on est dans la joie et tout ça, ça c'est le plus simple. Bah, c'est aussi l'exercice de vivre ensemble, c'est aussi se voir les uns les autres dans nos souffrances et nos douleurs. Et j'en parle parce qu'en particulier, ça c'est une de mes zones aveugles qui a été extrêmement difficile pour moi parce que j'ai grandi dans une famille où on est toujours positif, on est toujours constructif, tout va tout le temps bien en fait. Et pour moi, ça a été un sacré apprentissage que d'accueillir ça chez les autres. Et non seulement quand j'accueillais ça chez les autres, j'avais tendance à le prendre personnellement, et du coup j'avais tendance à répondre, presque à être dans une énergie où j'allais essayer de démontrer à l'autre que non, j'avais pas mal fait, que voilà, donc une énergie défensive et de justification. Et j'ai appris juste à remercier la personne pour son partage et de lui dire ok, ok, je te vois, et est-ce que c'est bien ça que tu vis? Donc de la reformuler aussi, et malgré le fait que parfois j'avais le sentiment d'être une cible, de lui dire ok, c'est ça, est-ce que c'est bien ça que tu vis? Et, euh, et donc dans les deux choses que je disais, l'authenticité et la compréhension mutuelle, et ben c'est là, la part compréhension mutuelle vient avec le fait de reconnaître pleinement l'autre et la voir dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit, et l'accueillir inconditionnellement de cette manière. Et c'est là qu'on peut commencer à peine à se comprendre. Et à un moment donné, il y a une personne qui a vraiment un besoin d'être vue quelque part, et ben c'est son tour en fait. C'est son tour, et moi je vais pas commencer à lui dire bon bah voilà moi ce que je vis par rapport à ça et tout. Non, non, attends, on n'a pas complètement fini de comprendre une personne. Ce sera mon tour plus tard, mais pour l'instant. Et ça nécessite vraiment des qualités de savoir prendre sur soi, effectivement de savoir ne pas réagir tout de suite, se taire, écouter, ne pas prendre les trucs perso et de vraiment offrir un espace à l'autre où elle peut complètement se déposer. Et ce genre de compétences que évidemment les thérapeutes savent très bien développer, ben, j'ai l'impression que dans un collectif où il y a énormément d'authenticité et il y a un énorme besoin d'authenticité, finalement tous les collaborateurs de ces organisations ont besoin de développer ces qualités qui sont de manière plus classique développées chez des thérapeutes. Ben, j'ai l'impression que à l'Éco-Village de Pourg, on a tous quelque part dû apprendre à dans toutes les cordes qu'on a dans notre arc, bah, la corde thérapeute, on a eu besoin de la développer aussi, évidemment en amateur, pas en allant faire 4 années d'études de psychologie, mais vraiment au contact du réel et face à une situation
humaine très complexe et bien réelle à laquelle on a eu besoin de s'adapter et à laquelle j'ai eu besoin de beaucoup m'adapter personnellement. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus et puis je pense que Marc, c'est un bon moment pour qu'on commence sur la prochaine phase où on va parler des obstacles et des stratégies pour les surmonter, pour faire émerger sa graine de leader. Merci Hermine. Effectivement, une des choses moi qui m'a beaucoup inspiré dans ton parcours et dans ce que tu as entrepris, c'est d'avoir créé des projets où il n'y a pas simplement le travailler ensemble, mais il y a aussi le vivre ensemble. Et du coup, les niveaux d'exigence dans lesquels vous avez été obligé d'aller, tu vois, dans le développement des compétences, notamment en lien avec le leadership authentique, c'est extrêmement poussé. Et moi, ça m'a permis du coup de voir, OK, jusqu'à où on peut pousser cette démarche et donc comment accompagner finalement les entreprises à faire un pas, deux pas dans cette direction. Potentiellement, ils n'iront pas tous aussi loin, mais en fait, de l'avoir vécu moi de première main, ça me permet d'en voir effectivement les bénéfices et de voir comment il y a cette communication permanente entre épanouissement et performance. En fait, c'est pas d'un coup on lâche la performance, il n'y a plus que l'épanouissement et du coup on devient tous des thérapeutes et quelque part on oublie le reste. Non, il y a vraiment ce besoin permanent de communication entre les deux et ces échanges et les discussions que j'ai pu avoir avec plusieurs villageois et toi notamment, on voit effectivement qu'il y a ce souci de garder les capacités et les qualités du leader traditionnel aussi, en tout cas celles que tu as citées, parce qu'à un moment donné, oui, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de vie et de survie d'une communauté. Donc on n'est pas... on est dans la réalité, on est dans la société en fait à un endroit et ça je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. L'autre chose qui me parle énormément, c'est les outils que vous avez mis en place qui sont assez facilement transportables dans l'entreprise parce que c'est pas des trucs perchés en fait, c'est des trucs très concrets, c'est des trucs d'organisation, de dialogue, de cadre commun. C'est basé sur de la démocratie, c'est basé sur euh, la reformulation, le partage d'informations. Donc, c'est tout un tas de choses qui sont très facilement implémentables en fait dans l'entreprise, dans des cadres, on va dire, plus formels peut-être, ou dans des cadres plus traditionnels. Et donc ça, c'est aussi une des motivations qui fait que je pense que notre message peut porter assez loin sur ces notions de leadership authentique. Il ne s'agit pas forcément d'aller vivre 10 ans dans les montagnes, dans l'Himalaya pour se retrouver en fait à un endroit. On peut rester sur le marché, on peut rester avec tous les enjeux de survie qu'on a et de sécurité financière, affective, etc. Et pour autant, tendre vers soi et à créer un espace dans lequel non seulement on est leader, mais les gens autour de nous deviennent leaders aussi. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter, peut-être pour donner un côté plus concret pour nos spectateurs, comment ils peuvent faire, en fait, qu'est-ce qui nous empêche un petit peu de mettre en place ce leadership authentique. Parce qu'effectivement, il y a plein d'obstacles. Effectivement, il y a plein d'obstacles. Là, on n'a pas pu tous partager, mais déjà, avec les exemples qu'on donne, on voit que c'est pas si facile. Hein. Tu parlais à un moment, tu as dû vraiment développer cette qualité de thérapeute parce qu'elle n'était pas là par défaut. Et on sent effectivement la souffrance, la remise en question qui était associée potentiellement pour toi. Moi, je dirais qu'il y a trois grands obstacles, même si ce n'est pas exhaustif. Je dirais le premier, c'est qu'on a tendance à être déconnecté de notre enthousiasme et de notre chemin de vie. Tout simplement parce que depuis le plus jeune âge, on est formaté à suivre une voie, à suivre, ça peut être l'éducation nationale, mais de manière générale, l'éducation même parentale, dans une certaine mesure en tout cas, est basée sur cette idée il y a quelqu'un d'autre qui sait mieux ce qui est bien pour nous que nous-mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins tous dans notre génération en tout cas, et les générations d'avant encore plus, incorporé, on va dire, c'est cette notion qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait mieux que moi ce qui est bien pour moi, du coup, à un endroit, je vais suivre ce quelqu'un d'autre. Donc au départ, c'est les parents, ensuite c'est les profs, ensuite c'est le boss, et ainsi de suite, en fait, et on finit par faire du conseil chez McKinsey ou BCG. Non, potentiellement, voilà, on peut être leader authentique aussi dans ces cadres-là, mais c'est un peu la caricature du truc où finalement on n'arrête pas
on suit son maximum de performance jusqu'à arriver à un truc où on est vraiment des purs suiveurs. Et pour les meilleurs, du coup, dans la société, ça finit par le conseil. Mais pour d'autres qui ont été peut-être moins prestigieux, ça sera d'autres débouchés. Et l'idée, là, c'est ça, c'est un énorme obstacle. Pourquoi? Parce que dans cette démarche, on ne vit pas notre propre vie. En fait, un jour, on se retrouve sur notre lit de mort et on se dit, mais en fait, est-ce que j'ai pas vécu la vie de mes parents, en fait? Ou est-ce que j'ai pas vécu la vie de mon prof de maths de CM2 ou de sixième plutôt? Et c'est ça, en fait, qu'on essaie d'éviter. On essaie d'éviter à la fois pour des raisons individuelles, parce que c'est pas du tout épanouissant, en fait, de vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi des raisons collectives, comme on l'a cité au début. On est dans une phase où l'humanité doit se réinventer, doit créer des nouveaux métiers. Si on reste dans cette inertie de faire les métiers du passé, en fait, on continue de polluer tout autant que les autres et on détruit tout autant que les autres. Donc voilà, je mettrais ça comme premier point important, de se reconnecter à l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça passe par ouais, ce qui nous fait vibrer, ce que tu partageais tout à l'heure, Amine, hein, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on fait sans regarder notre montre, ce qu'on fait spontanément, ce qui nous parle, notre plaisir. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais suivi, ils vont se dire bon, bah, je vais finir devant Netflix sur mon canapé à rien foutre. Ça peut passer par une phase comme ça, mais en général, même ça, au bout d'un moment, c'est saoulant. Et par contre, quand on fait vraiment ce qui nous fait vibrer, on se rend compte que bah, là, voilà, on se lâche, on y va, et puis à un moment donné, on tombe sur les premiers gros obstacles et on est surpris nous-mêmes de continuer de persévérer, tout simplement parce qu'on sait que voilà, c'est notre chemin de vie en fait. Donc pour ma part, par exemple, bah, je me suis longtemps battu après des diplômes. Jusqu'à 28 ans, j'étais encore étudiant. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible en fait. À chaque fois, je suis pas satisfait, j'en veux un de plus. C'est pas normal. On me promet toujours la lune une fois que j'aurai ce diplôme, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir la lune à 90 ans? Donc, j'ai quitté le laboratoire en fait à un moment en me disant, ok, il faut que je fasse mon propre truc, il faut que je fasse quelque chose qui a du sens pour moi, quel que soit finalement les retombées. Voilà, maintenant toute la performance, toutes les compétences que j'ai accumulées, il faut que ça soit utile pour mon épanouissement et l'épanouissement d'autres personnes autour de moi. Donc ça, c'était le premier obstacle. Le deuxième que je verrais, c'est qu'il est fondamentalement plus confortable d'être un suiveur. Ça, c'est juste un fait, surtout dans une société qui met autant en avant la sécurité et le confort. Hein. On n'a jamais été aussi confortable en tant qu'humanité qu'aujourd'hui. Peu importe les médias ce qu'ils disent, en fait, on est quand même la génération qui a le plus de confort matériel dans l'histoire de l'humanité. Quelle que soit notre classe sociale d'ailleurs, hein, parce que ouais, quand on faisait les parallèles, aujourd'hui, rien qu'avec un iPhone, rien qu'avec un téléphone smartphone, en fait, on a le pouvoir de calcul des stations spatiales des années 60, ceux qui sont allés sur la Lune, quoi. Donc, il y a vraiment on a vraiment un confort, un pouvoir technologique hyper puissant. Et pourtant, bah, il y a un vrai appel à sortir de cette zone de confort à un endroit pour pouvoir savoir un peu qu'est-ce qu'on est censé faire en fait. Et ce qu'on est censé faire, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, c'est pas forcément ce qui va plaire à nos parents, ce qui va plaire à notre conjoint, notre conjointe, ce qui va plaire à nos enfants, etc. Donc c'est c'est pas évident, c'est pas évident. On peut être projeté du doigt comme égoïste aussi parfois. Tu penses qu'à toi, tu penses plus au monde, tu penses plus à nous, machin. Et en fait, non, le leadership authentique, bah, c'est aussi à un endroit savoir que si je prends soin de moi, je vais être aussi plus disponible pour les autres. Et donc, il faut passer cet enjeu du confort et accepter à un moment de se mettre en zone à risque. Donc, l'exemple de Ramin, quand tu partageais ton parcours, on pourrait se dire c'est un exemple un peu radical de quelqu'un qui était voilà, dans le truc très tradi, prestigieux, et puis d'un coup qui coupe complètement et qui va faire une école en plus complètement alternative, qui a priori n'a aucune chance de plaire au système français qui est très basé sur les diplômes. Il y a des gens qui font aussi radical, voire plus, mais on peut faire moins radical et ça peut être tout aussi authentique en fait. Parfois, garder la même équipe, le même job, mais le vivre sans masque, par exemple, bah,
ça sera tout aussi puissant potentiellement, ça sera tout aussi juste. Et ça sera tout aussi flippant. Ça nous demandera tout autant de sortir de notre zone de confort, parfois de se montrer tel qu'on est. C'est la plus grande peur qu'on puisse avoir. Donc voilà, je voulais dire ça, c'était le deuxième grand obstacle. Et le troisième, c'est la peur de notre propre puissance. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer parce que ça paraît contre-intuitif en fait. Mais finalement, notre ennemi numéro un, c'est avant tout nous-mêmes, avant tous les ennemis qu'on peut avoir à l'extérieur. Parce que c'est la seule personne avec qui on passe 100% de notre temps. Et c'est la personne qui assiste à nos succès, qui assiste à nos échecs. Et puis, c'est celle qui va, voilà, par notre intellect en tout cas, vous interpréter la réalité qu'on vit comme des obstacles, comme des barrières, ou alors au contraire comme des opportunités, des ouvertures. Tu partageais, Ramine, que dans ta famille, ils voyaient tout comme positif. Donc on voit que ça peut aider, ça peut créer des enfants qui vont avoir tendance à oser plus que les autres, mais en même temps, ça peut créer aussi des défauts parce que des fois, ça coupe d'une certaine partie de la réalité lorsque finalement il y a des barrières, il y a des enjeux et qu'il faut, s'y attarder. Donc voilà, trouver ce juste milieu, accepter qu'on a un potentiel, qu'on a une puissance et que cette puissance parfois peut nous amener à être créateur de solutions et parfois à faire partie du problème et d'accepter qu'en fait, à un moment donné, on va pousser le collectif dans un problème et savoir se remettre en question et pas avoir peur de soi, en fait. Ne pas se couper de notre authenticité pour autant et de persévérer dans l'authenticité. Donc voilà, c'est pour moi 3 grands obstacles potentiels. Et peut-être pour finir là-dessus sur ces obstacles, partager quelques pistes en tout cas qu'on met en avant avec Ramine pour sortir, pour dépasser ces obstacles. Et donc parmi elles, il y a effectivement la prise de conscience qu'on a été formaté à être des suiveurs, ou encore qu'on a tendance à imiter les figures d'autorité, les figures de leaders mis en avant par la société. Il y a aussi la prise de conscience que l'enfance peut nous révéler les secrets de notre style de leadership, parce que quand on est enfant, naturellement, on suit notre enthousiasme, aussi coupé qu'on ait pu être par nos profs, nos parents, de cet enthousiasme, de ce temps précieux. En fait, on y a eu contact, et donc on peut le retrouver à l'âge adulte, en passant par ses souvenirs d'enfance. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de comprendre qu'il y a des indicateurs tangibles en nous qui peuvent nous aiguiller, ce qu'avec Ramine, on va appeler la boussole intérieure, par exemple, et qui va nous permettre au quotidien de suivre notre enthousiasme, de ne pas le perdre, et de le suivre même lorsqu'il nous amène à faire des choses compliquées, difficiles, en dehors de notre zone de confort. Et puis ensuite, la foi. Avoir la foi, en fait, à un moment, que ça va marcher, en fait, contre toute attente, avoir la foi, avoir le courage de tenter quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et de prendre ce rendez-vous avec notre destin à un endroit. Et un dernier point qui est souvent sous-estimé, donc du coup que je vais étayer un petit peu plus, c'est l'importance de la stabilité psychologique et physique, ce que je vais appeler moi la stabilité intérieure, qui peut nous aider, elle, à dépasser les excuses et les barrières qu'on se donne intellectuellement, qui nous coupent à un endroit de notre vraie vie, en fait, de notre leadership authentique. Cette stabilité intérieure, c'est elle qui va nous permettre de prendre nos responsabilités à un endroit et de ne pas simplement être dans la théorie du changement, mais de changer en réalité, de se transformer. Et cette stabilité, c'est celle qui va nous permettre justement de ne pas passer par des phases trop difficiles. Moi, je vois par exemple dans mon histoire, pendant longtemps, j'ai critiqué la recherche parce que juste ça me convenait pas, c'était pas pour moi. Il n'y avait pas forcément de réalité extérieure. C'est pas que la science n'était pas puissante, c'est juste que ça ne me correspondait pas. Et donc, pendant longtemps, j'étais dans la critique intellectuelle, mais pour autant, ça faisait 10 ans que j'étais dans les laboratoires de recherche. Ce
qui m'a empêché personnellement de passer le cap, c'est cette notion de confort dont je parlais tout à l'heure comme obstacle. J'étais attaché à une forme de confort matériel notamment. Quand on est chercheur, on est payé à vie parce qu'on est fonctionnaire, pour ceux qui ont bien réussi. Et donc, à un moment, j'ai dû faire face au fait que je n'avais pas forcément la stabilité psychologique pour sortir de ce contexte-là, ce berceau familial depuis plusieurs générations, très rassurant. Et à un moment donné, justement, donc via, par exemple, la pratique du yoga, j'ai développé cette vraie résilience intérieure qui fait que je me suis dit, OK, maintenant je suis prêt. Même si je vis des phases émotionnelles très dures, etc., je suis prêt à y faire face. C'est quelque chose que je vois de façon euh, évidente, c'est-à-dire chez toutes les boîtes que j'ai accompagnées, le CEO a toujours des capacités de stabilité intérieure assez fortes et qu'il continue de développer au fur et à mesure. En général, je suis amené à l'aider même à développer ces capacités-là. Parce que plus la boîte grandit, plus les enjeux sont forts et plus ça nécessite d'avoir un lâcher-prise, ne pas avoir la tête dans le guidon, etc. Et quel que soit votre métier, pour pouvoir incarner votre leadership authentique, ça va vous demander à un moment, comme on disait, de sortir de cette zone de confort. Et donc, si vous avez cette stabilité intérieure, ça va être le voyage va être beaucoup plus agréable. C'est pas grave si vous l'avez pas au départ, mais ce qui compte, c'est de le développer. Et pour ça, effectivement, il y a plein de méthodes qui permettent de le faire. Des méthodes telles que le yoga, par exemple, telle qu'une activité physique régulière qui permet d'évacuer de l'émotionnel, qui permet de faire circuler un petit peu notre énergie, de ne pas rester trop dans la tête et cérébrale. Il y a des méthodes, comme tu partageais, Ramine, de dialogue qui permettent de ne pas garder pour soi ce qui est compliqué à vivre, mais de pouvoir l'exprimer à l'autre et qu'il y ait un cadre sécurisé pour que l'autre puisse vraiment nous écouter et nous entendre. Donc, il y a tout un tas de méthodes. Mais en tous les cas, je voulais vraiment pointer votre attention sur cette notion de stabilité qui est vraiment sous-estimée. Une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle du vélo. Si on n'a pas la stabilité sur notre vélo, même rester sur le vélo, c'est tout un périple, en fait. C'est hyper compliqué. Donc, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de se focaliser sur le guidon. À l'inverse, lorsqu'on commence à avoir la stabilité intérieure suffisante, eh bien, on peut regarder le paysage, on peut lâcher les mains, on peut envoyer des textos, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Et donc, c'est vraiment ça que je vous invite à développer si vous souhaitez justement tendre vers ce leadership de plus en plus authentique. C'est comment vous pouvez trouver vos méthodes, celles qui vous correspondent, avec authenticité, pour que vous puissiez avoir le sentiment d'avoir une vraie résilience, une vraie stabilité émotionnelle, intellectuelle, qui vous permettra du coup de faire face à des obstacles beaucoup plus forts et donc de sortir de votre zone de confort. Voilà un point sur lequel je voulais qu'on s'apesantisse un petit peu. Je ne sais pas si Ramine, tu veux rebondir un petit peu avant qu'on parle un peu de comment nous, on accompagne ensemble des personnes justement à catalyser ce processus, à accélérer ce processus d'émergence du leadership authentique. Ouais, avec grand plaisir, ça me parle énormément ce dont tu parles et surtout ce que tu as dit en dernier, je trouve que ça vient prendre un peu le contre-pied de ah ouais, mais de toute façon, ceux qui réussissent dans les écoles dont tu parles, Ramine, ceux qui arrivent à trouver leur leadership, tout ça. En fait, c'est des génies, c'est des gens qui sont prédisposés et tout ça. Et c'est vrai que voilà, moi je suis pas un des exemples effectivement de personnes qui venaient d'un milieu un peu difficile et tout et qui ont eu une sorte d'ascension un peu héroïque. Et effectivement, je viens d'un milieu relativement privilégié. Donc, le risque que je vois quand je m'exprime sur le leadership, c'est qu'on me dise oui, mais attends, toi, tu as eu toutes les facilités quand tu étais gamin. Justement, bah, regarde. Et justement, je vous ai d'ailleurs dit en toute honnêteté, voilà les parents que j'ai eus, voilà l'enfance relativement agréable, facile et heureuse que j'ai eue. Tout s'est déroulé devant moi facilement. Et du coup, j'ai pu bâtir une résilience et une stabilité qui était telle que le jour où je voulais démissionner de mon entreprise, voilà, c'était bon, j'ai mis quand même 1 an à me décider parce que finalement, il y avait beaucoup d'obstacles intérieurs et beaucoup d'obstacles psychologiques qu'on a tendance à, sous-estimer même pour des personnes comme moi, en fait, parce que j'étais pris dans un engrenage qui était
plutôt psychologique. Ça n'était pas une question économique, j'étais sécurisé de ce point de vue-là, mais ouais, c'est psychologique. Et, c'est difficile à surmonter. Mais en fait, tout ce que tu as dit, pour moi, j'aime bien parce que ça met de côté, oui, il y a probablement une part de la question qui est des prédispositions, qui sont même génétiques et qu'on dispose chacun d'entre nous et on est tous inégaux face à notre capacité à prendre en main notre vie, et à devenir, voilà, leader dans le sens, acquérir le pouvoir sur notre propre vie et plus suivre une autorité extérieure. Et en même temps, il y a des choses qui se développent et où il y a des méthodes, où c'est possible et d'entrée de jeu, jeter l'éponge en se disant: «Bah, moi, je suis pas comme, un tel qui ont réussi et je pourrais jamais l'être parce que c'est une question de prédisposition» et ben, ce que ce que tu dis, c'est que c'est faux et moi, mon intuition profonde, c'est que c'est faux aussi et que, hem, si ce n'est pas accessible à absolument tout le monde, moi, je pense que c'est accessible à énormément de personnes que de développer ces qualités dont on est en train de parler et notamment cette résilience qui nous permet, voilà, d'affronter un grand changement dans notre vie en restant stable. Sinon, moi, une histoire que j'aurais envie de raconter, voilà, une belle histoire de leadership, en fait, qui, pour revenir un peu sur des choses, voilà, qui donnent de l'inspiration pour se dire: «Waouh, OK, en fait, il y a vraiment d'autres mondes qui sont possibles, quoi, d'autres manières de vivre une vie personnelle». C'est une des histoires qui m'a le plus touché, et qui m'a inspiré d'ailleurs dans ma conférence, TEDx. Je la partage parce que je la trouve vraiment emblématique de comment on peut voir, l'évolution d'un être humain autrement. Et cette histoire, donc c'est l'histoire d'un enfant qui a grandi, donc dans le Massachusetts dans les années, 80 et à 10 ans les parents l'inscrivent à cette école qui s'appelle Sudbury Valley School, qui existe depuis 1958, où, comme je disais tout à l'heure, sans limite de temps, les enfants peuvent se dédier à leur centre d'intérêt. Alors ça, c'est la théorie, mais parfois face au réel, il y a l'enfant qui peut commencer à flipper ou les parents et se dire: «Ouh là là, il faut que je retourne dans le schéma classique parce que là, ce que je suis en train de faire semble complètement improductif». Et là, on a eu affaire quand même à un enfant qui, son centre d'intérêt, c'est qu'il vraiment, il avait envie de faire rien d'autre que ça pendant toute l'année, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse froid ou chaud, peu importe. Il voulait aller au petit étang, hein, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un lac, c'est plutôt un étang, donc en tout cas, ce point d'eau où il y avait pas mal de poissons et il adorait pêcher. Donc il prenait sa canne à pêche et il allait pêcher tous les jours et c'est tout ce qu'il faisait. Et du coup, légitimement, au bout de la première année où son donc la mère se posait pas trop de questions, elle se disait: «Oh là là, enfin il est heureux, donc moi c'est tout ce qui compte pour moi, vraiment, tout le reste est secondaire, vraiment la scolarité, apprendre une diversité de choses, c'est pas grave, s'il pêche tout le temps, c'est que c'est son kiff, qu'il y aille, quoi». Mais le père était quand même un peu inquiet, donc au bout de la première année, il va, voilà, solliciter un entretien avec le fondateur de l'école, hein, Daniel Greenberg, heu, pour lui dire: «Bon, bah, je fais face à cette situation, franchement, ça commence quand même à me faire un peu peur, qu'il ne fasse que ça». Et Daniel Greenberg qui arrive à le convaincre en lui disant: «Mais très certainement qu'il est en train de développer énormément de qualités vraiment cruciales et c'est difficile de voir ce que c'est, parce que c'est beaucoup d'apprentissage invisible. Oui, il ne sait pas faire plein de trucs, et il va à la pêche et on ne sait pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, il va tellement se passionner pour les poissons qu'il va les connaître en profondeur et qu'il va, je sais pas, aller dans l'univers de la biologie là-dedans, ou peut-être qu'en fait, il va aller, faire de la pêche en haute mer parce qu'en fait, il va vouloir, à un moment donné, passer certains levels. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer ou il fera complètement autre chose, mais il aura développé certaines qualités là-dedans. Et finalement, c'est pas pendant 1 an qu'il a fait ça, mais c'est jusqu'à ses 15 ans. Ça veut dire que de ses 10 à ses 15 ans, il n'a pas ouvert un seul manuel scolaire, il a pratiqué aucune autre activité qu'on pourrait considérer de manière visible comme étant un domaine, on va dire d'expertise ou autre. Et il a fait de la pêche, littéralement, pendant 5 ans à Sudbury Valley School. Et chaque année d'ailleurs, le 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 père venait avec son lot d'inquiétudes et de doutes et arrivait finalement à être rassuré par, Daniel Greenberg qui lui racontait suffisamment de choses pour qu'il sente que OK, de toute façon, ça a l'air d'être une bonne voie. Et finalement, quand il avait 16 ans, donc en parallèle de Sudbury Valley School, il a arrêté la pêche, en fait. Donc voilà, c'est comme s'il avait fait le tour, c'est vraiment net comme ça.
Et il a commencé à se passionner pour l'informatique. Alors, il faut imaginer, on est dans les années 80, c'est un peu le début, voilà, des PC. Donc là, il commence à, voilà, à s'intéresser à chaque composant et tout ça. Et rapidement, il devient en fait, il a le temps d'étudier ça, donc il devient rapidement assez bon, finalement, dans la compréhension de comment marche un ordinateur. Et il ouvre une petite boutique de vente de pièces d'ordinateur. Il les monte pour ses clients et tout ça, et puis il est très bon là-dedans. Vraiment, il s'en sort très bien. Et finalement, entre ses 16 et 18 ans, il gagne d'ailleurs pas mal d'argent grâce à sa boutique, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes, hein, dans le Massachusetts de PC. Et, et puis, à 18 ans, il se paye lui-même ses études pour faire des études universitaires d'informatique, notamment pour gagner en crédibilité. Il savait déjà plein de choses, mais il avait aussi envie d'approfondir encore ses apprentissages. Et de toute façon, il n'était pas que étudiant. En parallèle, il y a une entreprise américaine de hardware qu'il avait justement repérée et qui le recrute pour contribuer à l'expertise en fait, dans l'organisation sur tout ce qui est matériel informatique, quoi. Et donc en 18 ans, il faisait des hautes études et il était déjà embauché dans une entreprise, en faisant ce qui le passionne le plus au monde. Ça veut dire que là, la combinaison performance et épanouissement était vraiment au top dans cette histoire, quoi. Et donc moi, c'est ça qui m'a énormément inspiré. Et je me suis dit, waouh, si cette histoire pouvait être partagée davantage pour que les gens arrivent à comprendre que ouais, certains processus peuvent prendre beaucoup de temps, mais si on s'autorise ce temps et que pendant un an ou au moins un an ou quelques années, on s'offre du temps libre, donc moi c'est ce que j'ai fait, hein, après avoir démissionné du Boston Consulting Group, je me suis autorisé à prendre une année comme ça où j'allais explorer, je faisais que ce que j'aimais. J'allais, voilà, il y avait un morceau de Chopin que j'avais jamais eu le niveau pour le jouer, bah, j'ai juste passé énormément de temps à travailler dessus pour que je sache éventuellement le faire. Mon niveau en squash, j'étais vraiment pas satisfait et j'adorais ce sport. Je suis allé m'entraîner tous les jours et je suis passé de 4 millièmes français à 350, ce qui pour moi était énorme en fait. Ça a l'air de rien, mais je faisais partie des bons joueurs de squash en France, quoi. Et j'ai consacré beaucoup d'attention à l'éducation. Je suis allé lire plein de livres, je suis allé euh, voilà, voir des articles sur des professeurs qui faisaient leur partage d'expérience sur comment est-ce qu'ils géraient leur classe, ce genre de choses. Je donnais des cours particuliers, j'ai fait des remplacements dans des écoles, donc je suis allé aussi explorer ce que c'est que l'éducation, et puis ça a confirmé mon appétence pour ça. Et en parallèle, j'étais vraiment un praticien-chercheur, quoi. C'est-à-dire qu'en permanence, j'étais en train d'essayer des choses et d'expérimenter des choses dans une classe, et en parallèle, bah, je faisais des recherches, j'allais me documenter, j'allais voir s'il y avait des profs qui faisaient un peu ce genre de choses aussi, pour qu'on puisse s'inspirer les uns les autres, quoi. Donc voilà, je me suis offert en tout cas du temps pour être à fond dans ce que j'aime faire. Et je pense que ça a été crucial pour permettre l'émergence de mon leadership. Ça veut dire que du moment que je me mettais dans cette disposition je me dédie à fond à mon élan premier et je le fais sans limite de temps, eh ben, j'arrivais à devenir bon dans certaines choses et j'arrivais à devenir leader de ma vie et leader dans certains domaines, quoi. Et notamment, bah là, on parle d'éducation. Moi, l'éducation, je veux dire, avant l'école dynamique, j'étais, j'ai envie de dire, inconnu, enfin personne ne me connaissait dans le domaine de l'éducation, et d'une année à l'autre, du fait d'avoir fondé l'école dynamique, bah, je suis devenu une personne que les gens écoutent sur le domaine de l'éducation. J'ai publié un livre chez Actes Sud. Bon, bah, j'ai été à la base fondateur de cette école, l'école dynamique. Et puis, non seulement ça, mais en plus, l'éducation démocratique et les écoles démocratiques qui n'existaient quasiment pas en France, en tout cas qui étaient inconnues. Maintenant, quand on parle de Montessori, de Steiner, des alternatives qui existent au système classique, tout le monde nomme maintenant les écoles démocratiques, parce que maintenant, il y en a une quarantaine en France qui sont inspirées de l'expérience de l'école dynamique. Et même si ça concerne assez peu d'élèves, c'est quand même devenu une référence incontournable. Donc, on veut dire que l'impact que j'ai ultimement eu en France, du fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre une année où je vais faire que ce que j'aime à fond, et bien ultimement, ça a quand même donné ça. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas passer à côté de ça, on ne peut pas passer à côté du fait de prendre du temps et du coup de trouver le soutien économique, le soutien pendant ce temps pour pouvoir s'offrir ce temps. Et pour certaines personnes, moi je pense que j'ai été relativement rapide, pour moi ça a pris un an, mais pour d'autres personnes, si ça se trouve, ça va prendre plusieurs années. Et,
et j'ai l'impression que ouais, permettre l'émergence de son leadership et en particulier son leadership authentique nécessite quand même un certain investissement sur sa personne et nécessite de prendre le temps, qui est un des coûts et un des obstacles pour moi qui est très important, mais je pense que en particulier hem, en Occident, une grande partie de la population est capable de prendre du temps. Je veux dire, si on arrive à financer des retraites pour des gens qui pendant 20-30 ans sont à la retraite et qu'on paye, voilà, pour qu'ils puissent, vivre la fin de leur vie sans être sous pression de devoir performer, de devoir prendre un job, et ben, pour moi, c'est raisonnable de se dire que quelqu'un pourrait prendre 3-4 ans au milieu de sa vie pour aller, finalement découvrir heu, bah, qui il ou elle est et ce qu'elle aspire à faire et développer, le réseau, les compétences et cetera pour, se dédier à fond à sa vocation profonde. Donc ce qu'on peut appeler banalement la reconversion, oui, c'est pas un tour de magie en une petite formation de 2 mois, mais pour moi, quand on parle de leadership authentique, c'est un processus qui peut durer pas mal de temps. Voilà. Merci Ramine par rapport à ça. Et alors, par rapport effectivement au temps notamment que ça nécessite pour développer ce leadership authentique, c'est vrai que ça peut varier un petit peu selon les gens. Ce qui est intéressant, à part ton exemple et par l'exemple que tu as cité du pêcheur qui devient génie de l'informatique, c'est vrai que c'est des exemples assez radicaux. Et du coup, c'est intéressant de voir que c'est possible dans ces cas-là. Et donc, dans des cas où ce sera moins radical le changement, c'est tout autant possible. Ce que tu disais aussi sur finalement le niveau d'études, on va dire l'aisance familiale, le cocon, à quel point ça joue. C'est vrai que, notamment au village de Bourg, on voit qu'il y a des villageois qui n'avaient pas du tout la même classe sociale et pourtant, finalement, ils développent aussi leur leadership. Il y en a une qui a quand même fait aussi un TED Talk. Donc, même dans les critères, on va dire, de performance de la société traditionnelle, il y a d'autres personnes au village qui n'avaient pas forcément ce même bagage de départ, cette chance, on va dire, et qui pour autant réussissent à performer pour le système traditionnel. Et puis après, il y en a qui réussissent à performer dans d'autres critères, et c'est tout aussi bien, en fait, à partir du moment où on vit l'authenticité, c'est l'épanouissement et la performance qu'on souhaite, en fait, qui prime avant la performance selon nos parents, selon notre entourage, etc. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai pu voir dans les boîtes que j'accompagne, en fait, c'est quel que soit le niveau de départ, en fait, à partir du moment où la personne est dans un cadre qui permet justement qu'elle prenne ce temps, qu'elle se pose les bonnes questions au bon moment, le leadership authentique peut réémerger et petit à petit, la personne sort du conditionnement imposé par la société pour créer le monde industriel d'hier, mais qui n'est plus du tout le monde d'aujourd'hui. Finalement, les formations qu'on met en place ensemble avec toi, Ramine, c'est justement une des idées, c'est de minimiser ce temps, en fait. Même si c'est pas l'objectif principal, c'est ce qu'on observe. C'est ce truc de comment on peut mettre en musique, en fait, quelque chose, un processus collectif à travers des mises en situation, à travers des jeux, à travers des prises de conscience pour que les personnes puissent accéder à leur leadership authentique, non pas en 3-4 ans, mais voilà, avoir ce phénomène qui se décuple en fait en 5 jours. Et est-ce que ça veut dire que dès que la formation est finie, tout de suite tout est et là, pas forcément parce que, en tout cas pour ma part, je pense que, je suis en processus aussi vers ce leadership authentique qui est plus un cap en fait, un idéal, une direction. Mais le fait de goûter à ce que c'est de façon un petit peu plus profonde que ce qu'on a pu vivre, ça permet effectivement euh, de vivre sa propre vie. Et encore une fois, ça peut se traduire de plein de manières. Ça ne veut pas forcément dire qu'on change d'entreprise, ça ne veut pas forcément dire qu'on change de mode de vie, mais en fait, on change notre façon de l'apprécier. Et c'est ça, avant tout, qui est le plus puissant. Et parfois, on change complètement de mode de vie aussi. Donc, peut-être pour parler un peu plus de cette formation, c'est des formations donc, sur 5 jours qui sont vraiment autour du thème d'incarner un leadership authentique, avec 15 personnes qui vont être présentes avec nous deux en tant que facilitateurs, et puis quelques villageois qui font peut-être des apparitions par-ci par-là. C'est un cadre assez idyllique parce que c'est dans le cadre du village
de Bourg, qui est un endroit assez magique, avec une vue imprenable sur les Pyrénées, mais en plus de ça, oui, d'être baigné dans un collectif qui vit cette authenticité. Rien que ça, c'est une expérience importante en soi. Souvent, les remarques que les gens me font quand ils viennent, c'est waouh, j'ai l'impression que j'ai pu être moi-même. Enfin, personne ne me jugeait pour qui j'étais. Et voilà, d'avoir goûté à ça, rien que ça, c'est puissant. Mais en plus de ça, avec Ramin, on a concocté tout un tas un déroulé, tout un tas d'activités qui permettent d'aller vraiment se connecter en surface et en profondeur à cette authenticité, à ce leadership, à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment au-delà de l'intellect. Et puis oui, du coup, accélérer ce processus pour que dans votre vie de tous les jours, ça puisse se traduire par vivre votre propre vie, en fait. Et c'est ça, quelque part, le plus beau cadeau qu'on s'est fait à nous-mêmes, et donc le plus beau cadeau qu'on souhaite offrir, en fait, aujourd'hui au monde. Et donc Ramin a pas mal d'expérience dans tout ce qui va être formation sur pas mal de sujets divers. Je te laisserai en parler si tu souhaites en parler, mais pour en avoir vécu plusieurs, c'est vrai que je suis hyper inspiré par cette approche pédagogique qui justement est plus en phase avec ces écoles démocratiques que l'éducation nationale, et où finalement les formateurs sont plus des facilitateurs que des profs. Et donc ça crée quelque chose où on vient apprendre par soi-même. Et donc au-delà du contenu de ce qu'on apprend, rien que la démarche nous met en contact avec ce leadership authentique. Donc voilà, je suis hyper heureux de pouvoir mettre cette formation à pied avec toi, Ramin, et de pouvoir petit à petit en fait décupler son impact au fur et à mesure des années. Ouais, ça me donne envie d'en dire un bout effectivement sur les formations. Donc, finalement, j'ai découvert un nouveau format de formation grâce à Benjamin, qui est un des cofondateurs de l'école Dynamique, et où il a conçu un parcours personnalisé et expérientiel à l'école Dynamique. Et encore, je trouvais qu'il y avait certains ateliers qui étaient un peu trop transmissifs et on aurait pu faire une vidéo pour transmettre le contenu. Et moi, du coup, je me suis passionné de plus en plus pour ces formations où on vit une expérience et on apprend en internalisant des choses dans le corps, en fait, et ensuite qui partent pas. C'est souvenirs tellement gravés, une expérience tellement forte qu'on a vécue que c'est pas juste mon cerveau qui essaye de s'en souvenir et qui peine à le faire, et d'ailleurs a tendance à oublier parce qu'il est déjà surchargé, mais plutôt c'est, voilà, j'ai vécu un truc qui maintenant est internalisé. Et voilà, et clairement, ce que j'ai découvert en faisant en animant des formations depuis maintenant 6 ans. Donc, j'ai animé des formations sur l'éducation, j'ai animé des formations sur la vie collective et comment on structure un éco-village pour qu'il puisse fonctionner de manière fluide et pour relever le challenge du facteur humain dont je parlais. Et puis, là, c'est une nouvelle formation que je co-anime avec toi, et où, pour moi, voilà, l'objectif, c'est qu'en 5 jours, nos participants, à travers des expériences qu'ils auront vécues les uns avec les autres, et nous, en tant que chef d'orchestre, d'organiser des choses pour favoriser, on va dire, des prises de conscience heureuses, des hasards qui n'en sont pas totalement, et voilà, en tout cas des choses qui se passent qui vont être des expériences profondes où on va beaucoup apprendre à travers le jeu, à travers des situations réelles qui vont nous éclairer sur beaucoup de choses, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'aspire, finalement oui, à accueillir avec toi, Marc, à Pourg, des personnes qui sont déjà dans un processus de développement de leur leadership, qui sentent qu'elles ont ce potentiel en elles, et voilà, il y a une frustration que c'est pas encore vraiment épanoui autant qu'elles aimeraient. Et je pense que oui, je disais tout à l'heure que c'est un processus qui prend du temps. Bon, ça, je pense que tout le monde a cette intuition-là. Et j'ai vraiment une intuition forte que ce stage-là pourra servir de catalyseur et de booster assez fort, et j'espère qu'il marquera nos participants dans l'histoire du développement de leur leadership, et que souvent dans leur esprit, ils referont référence encore et encore sur les années qui vont suivre à des choses qu'ils auront apprises pendant cette formation. Donc voilà, moi j'aspire à ce qu'on apporte énormément de valeur à nos participants, et puis ouais, j'espère que les places qui restent encore vont se remplir, et que notamment tout ce qu'on aura partagé ensemble, ce contenu online qu'on aura partagé ensemble avec Marc, sera suffisamment motivant pour les gens qui nous suivent pour s'inscrire.
Ouais, et donc par rapport à ça, alors il y a 2 choses. La première, c'est effectivement, pour pas avoir trop la partie théorique pendant, les 5 jours, Mmh. on a effectivement, donné, du contenu accessible, de 4h30 de formation en ligne où voilà, c'est des vidéos où on partage, plus les aspects théoriques et qui vont, aussi apporter énormément, et préparer le terrain pour ceux qui viendraient à la formation, après sur place, et donc c'est contenu dans le même, package. Et puis pour finir, on vous laissera nos numéros de téléphone et puis des liens vers la page Facebook du village et puis aussi la page, le site web pour, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour savoir si c'est vraiment pertinent pour vous aujourd'hui. Et puis effectivement, il reste plus beaucoup de place non plus, donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter rapidement si vous voulez être sûr d'avoir cette session-là qui sera du 30 août au 3 septembre, si je Ouais. ne m'abuse. Mmh. Et puis, de toute façon, voilà, on aura d'autres, il y en aura d'autres aussi. Donc, mais voilà, c'est l'opportunité de commencer à voir si ça vous correspond, si c'est quelque chose que vous souhaiteriez explorer avec nous. Et ce webinaire, c'était effectivement l'opportunité de se rendre visible et que vous sachiez qu'il y a cette possibilité-là si vous souhaitez accélérer ces processus, cheminer dans ce sens-là du leadership authentique et donc incarner quelque chose qui vous correspond en fait dans votre vie de tous les jours. Voilà. Donc on vous dit potentiellement à bientôt et puis merci pour votre attention. Ouais, merci beaucoup de nous avoir écoutés tout le long et à bientôt.